En 30 ans, on peut dire que l'Uchronie est devenue réalité. En 83, il y a un film qui s'appelle War Games et qui mettait en scène un adolescent qui involontairement finit par pirater un ordinateur du Pentagone. À ce moment-là, ce gamin manque de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et c'est après avoir vu ce film que le président Ronald Reagan prend conscience de la fragilité des serveurs et des réseaux informatiques, à l'époque où les Américains sont les seuls à contrôler ce domaine. Et il va confier à la NSA la responsabilité de les sécuriser. En 92, les scénaristes de War Games, qui avaient reçu à l'époque l'Oscar du meilleur scénario original pour ce film, sortent un nouveau film aussi absolument génial qui s'appelle Sneakers. Et ce film raconte l'histoire d'une petite entreprise de hackers blancs, ce qu'on appelle des hackers blancs, c'est-à-dire des hackers éthiques, qui sont confrontés à une agence, la NSA, qui se fait manipuler par un hacker mafieux. Ce hacker mafieux, c'est l'ancien camarade des débuts de l'hacker blanc. Et à la fin, ce méchant, qui est interprété par Ben Kingsley, déclare, je cite, que le monde n'est plus dirigé par les armes, ni par l'énergie, et pas par l'argent non plus, mais par des 1 et des 0, par des tout petits bouts de données, de code, qui ne sont finalement que des électrons. Et pour lui, il y a une guerre mondiale. Et il ne s'agit plus de savoir qui a le plus de munitions, qui a le plus d'argent, mais il faut comprendre qui contrôle l'information. Ce que nous voyons et entendons, comment nous travaillons, ce que nous pensons. Tout tourne désormais, selon ce méchant, autour de l'information. Et à l'époque, le nouveau patron de la NSA hallucine en voyant ce film. Il décide de projeter ce film à l'ensemble des cadres de la NSA et il en profite même pour créer un nouveau poste de directeur de la guerre de l'information. Il va confier ce poste à son ancien bras droit pendant la guerre du Golfe. Et à ce moment-là, cet homme qui s'appelle Richard Willem, va marquer un passage de l'analogique au numérique. C'était le grand défi pour les Américains, parce que le déploiement aussi de la fibre optique dans de plus en plus de pays ne leur permettait plus d'intercepter les signaux électromagnétiques comme autrefois. Vous savez, avec ce programme Échelon. Alors les Américains ont dû passer à l'offensive pour cette fois-ci pénétrer les réseaux adverses afin de collecter des données sur les serveurs directement et aussi de se servir de l'information comme d'une arme. En 98, les Russes vont attaquer les serveurs des laboratoires de Los Alamos et de Sandia. C'est ni plus ni moins que les labos où sont conçues les armes nucléaires américaines. Et à ce moment-là, on l'a dit, en 98, il y a une crise majeure en Russie, et Boris Eltsine est très proche de Clinton. Il a été élu grâce aux Américains. Alors cette opération qui s'appelle Moonlight Maze, donc le labyrinthe au clair de lune, est une prise de conscience colossale pour Bill Clinton qu'en fait les Russes ne seront jamais des alliés. Alors il lance un plan national de protection des systèmes d'information qui va marquer en fait ni plus ni moins que le début de la cyberguerre mondiale dans laquelle nous vivons toujours. Les Américains l'année suivante, en 99, vont faire tomber Slobodan Milosevic sans un seul homme au sol, grâce à des frappes aériennes, mais aussi et surtout grâce à leur système de brouillage des radars CERN. C'est en fait ce qui va leur permettre de mettre en place leur stratégie de division entre les forces paramilitaires et l'armée régulière. Après cette guerre d'ailleurs, la guerre du Kosovo, les opérations cybernétiques offensives vont commencer à devenir légion. Et aux États-Unis, elles vont être transférées à la NSA, où le général Mike Hayden rassemble l'ensemble des compétences en ce qui concerne la cybersécurité, le cyberespionnage et la cyberguerre dans une mission qu'il appelle GEDA. GEDA pour 4 services. D'abord GAIN, c'est-à-dire la collecte d'informations. Ensuite Exploitation, donc la pénétration des réseaux ennemis. Defense, pour empêcher l'ennemi d'accéder au réseau américain. Et enfin Attaque, pour désactiver, désorienter ou détruire même le réseau des ennemis de l'Amérique. Et pour faire face à l'époque à l'explosion assez rapide quand même du web, Hayden doit réorganiser 3 départements au sein de la NSA. Le premier, c'est la Global Response, pour faire face aux crises quotidiennes. Le second, c'est le Global Network,
pour constituer dans le temps un système le plus efficace, le plus holistique possible de collecte des communications numériques avec justement le concours de sociétés privées comme les Russes et d'ONG. Et ensuite ce qu'on appelle le TAO, le Tailored Access Operation, où une équipe de 600 hackers d'élite est chargée par le gouvernement américain de pénétrer dans les machines et dans les réseaux numériques de l'ennemi, évidemment dans le plus grand secret. Et pour cela, il va leur falloir développer leur propre logiciel. Il y en a certains qui sont restés un peu à la postérité dans le milieu des geeks et du renseignement. Le premier, c'est Loud Auto. Il permet d'activer le micro d'un ordinateur. Le second, c'est Howler Monkey, qui permet d'extraire des fichiers d'un ordinateur par signal radio. L'autre, c'est Monkey Calendar, qui transmet par texto l'emplacement d'un téléphone portable sans que vous puissiez vous en rendre compte. Et le dernier, c'est Rage Master, qui arrive à capter les signaux électroniques d'un ordinateur et qui vous permet de voir à distance ce qui s'affiche en direct sur son écran. En 2007, c'est d'ailleurs la NSA qui va permettre l'élimination, l'assassinat de 4000 insurgés irakiens en déployant 6000 de ces agents en Irak, des agents de cyberguerre. En 2009, Barack Obama va déclencher une opération qui avait été préparée par la NSA sous la présidence de son prédécesseur George W. Bush. Cette opération, elle se nomme Jeux Olympiques. Elle va détruire l'usine de Natanz qui enrichit de l'uranium en Iran sans la moindre explosion. Avec l'aide de la CIA et du Mossad, la NSA a conçu un virus qui s'appelle Stuxnet et qui a été construit pour affecter précisément le logiciel qui gère les systèmes d'alimentation des générateurs électriques Siemens qui permettent au final de détruire finalement les centrifugeuses. Comment ? Eh bien par une soudaine hausse de tension sans provoquer aucun autre dommage, aucun dommage collatéraux dans cette centrale nucléaire. Et l'Iran, à ce moment-là, va prendre 2 ans de retard sur son programme nucléaire, son programme d'enrichissement d'uranium, et surtout va commencer à paniquer. Parce que tous les ennemis des États-Unis vont devoir se retourner, cette arme cybernétique contre les États-Unis. C'était un défi technologique majeur. À l'époque, une étude de la RAND Corporation, qui est un think tank proche de l'armée, qui avait été commandée par l'armée de l'air américaine en 2005, identifiait déjà une stratégie émergente, celle des Chinois, pour pénétrer en profondeur les réseaux numériques américains. Comment ? Eh bien, notamment en s'appuyant sur un acteur privé qui s'appelle Huawei. On en reparlera. Et le président Bush, à l'époque, avait autorisé un programme secret qui visait à pénétrer les réseaux de Huawei à Shenzhen, en Chine, pour trouver leur fameux backdoor, leur fameux petit mouchard, et pour s'en servir, à l'inverse, pour espionner la Chine et ses alliés, notamment en Afrique. Les Chinois avaient ensuite piraté les systèmes informatiques des campagnes de Barack Obama et de John McCain en 2007. Et c'est son armée de trolls, avant d'élaborer le concept, on y reviendra, de guerre électronique en réseau intégré, c'est l'armée de trolls chinoise qui a créé des attaques combinées de réseaux informatiques en Amérique ou chez ses alliés. C'est cette armée chinoise qui a créé le concept même de la guerre électronique dans des opérations conjuguées avec des opérations psychologiques. En 2009, le pouvoir chinois a carrément dérobé le code source des logiciels de Google et a pu pénétrer dans des comptes Gmail d'opposants chinois, mais aussi de hauts fonctionnaires, de militaires et d'hommes politiques américains. Google, en représailles, a quitté Pékin et sorti du marché chinois quasiment immédiatement. Mais parmi les documents qui ont été volés, figurait une base de données de la Cour de surveillance du renseignement étranger américain. Imaginez, ça veut dire que les Chinois ont pu pénétrer toutes les opérations de contre-espionnage américaines par l'intermédiaire d'une société privée, d'une boîte de Californie, Google. Et ça a poussé les Américains à réagir fortement. Seulement, à l'époque, les Russes sont déjà passés à la cyber-offensive, notamment grâce à leurs hackers très talentueux, à leur culture de la mathématique et du piratage. Et Poutine laisse une paix royale à ses hackers à condition qu'ils concentrent leurs opérations sur l'étranger, sur les sociétés et les États étrangers, et quand ils les chopent, il leur donne un choix. Soit c'est la prison, soit c'est la coopération avec le FSB.
C'est comme ça que les Russes ont pu lancer en 2007 la première cyberattaque de grande ampleur de l'histoire dans un pays qui est un petit pays, mais qui est le pays à l'époque le plus connecté au monde. C'est l'Estonie. Après avoir orchestré des manifestations pro-russes, eh bien, les Russes ont été confrontés à une décision du gouvernement estonien qui a décidé de déplacer une statue de bronze qui représente la victoire soviétique sur les nazis. Et pour la plupart des habitants d'Estonie, les Estoniens, cette statue c'est le symbole de l'occupation russe en Estonie. Et donc le gouvernement a décidé de déplacer cette statue vers la banlieue de Tallinn après cette manifestation pro-russe. À ce moment-là, des centaines de milliers d'ordinateurs et de robots ont saturé l'accès à un service numérique estonien qui a ensuite bloqué les serveurs estoniens pendant 3 semaines. Les banques, la justice, n'importe quelle institution ne pouvait plus fonctionner. À l'époque, l'Estonie a demandé à l'OTAN, en étant membre de l'OTAN, l'application de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui stipule que chaque État membre doit considérer une attaque contre l'un d'entre eux comme une attaque contre tous et doit y répondre militairement. Mais l'OTAN va décliner et en contrepartie, en compensation, installer à Tallinn, la capitale de l'Estonie, son centre d'excellence sur la cybersécurité. Et à ce moment-là, l'Estonie a créé une ligue de défense estonienne qui a regroupé 15 000 volontaires numériques, c'est-à-dire le double des forces de défense estoniennes. L'année suivante, ça va être le tour de la Géorgie, où Vladimir Poutine commence par pirater les médias au moment où ses chars ou ses avions envahissent l'Ossétie du Sud, qui est une région de la Géorgie. Les Géorgiens commencent à paniquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils voient que leur gouvernement, que leurs autorités, que leur armée ne peut même pas leur communiquer un message en direct. À l'époque, Barack Obama va lancer un Cyber Command. C'est un commandement militaire cyber et une vingtaine de pays vont lui emboîter le pas pour reproduire exactement le même modèle, c'est-à-dire en regroupant des unités qui sont vouées à la cyberguerre de l'information. Parmi ces pays, il n'y a pas seulement des pays de l'OTAN, il y a la Russie, il y a l'Iran, où un groupe de 7 étudiants parvient à attaquer des institutions financières américaines et où le régime des mollahs, le régime de l'ayatollah Khamenei, va lancer le virus Shamoun. C'est un virus qui se veut la suite de Stuxnet, sa réponse, et il va détruire quasiment tous les disques durs de Saudi Aramco. C'est la compagnie pétrolière conjointe des Américains avec les Saoudiens, dont le roi d'Arabie Saoudite, vous savez, à l'époque, avait suggéré au président américain de traiter avec l'Iran, je cite, en coupant la tête du serpent. L'utilisation de Stuxnet par les Américains revient en fait à avoir franchi le Rubicon. Et l'ancien patron de la NSA le comprend et compare même son utilisation à l'utilisation de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Depuis, plus rien ne semble arrêter les ennemis numériques, digitaux, cyber des États-Unis. Et les services iraniens ont failli inonder une partie de New York en 2013 en piratant le système de contrôle d'un barrage qui donne sur l'Hudson, avant de détruire les serveurs de plusieurs casinos de Sheldon Adelson, qui est un milliardaire américain, et de mettre la main sur les milliers de cartes de crédit de ses clients. C'est finalement, à l'époque, cette campagne de cyberespionnage très sophistiquée qui va donner lieu à une autre campagne où de faux journalistes écrivent des mails amicaux, des mails un peu d'asticage à de hauts responsables américains, israéliens et britanniques, en leur envoyant dans le même temps un malware qui est conçu pour extraire l'ensemble des données de leur device, de leur ordinateur, de leur téléphone. Et depuis l'opération américaine Jeux Olympiques, on peut dire que le cyberespace n'a jamais cessé d'être le lieu d'une guerre permanente.